Enregistrement audio par casque est en cours. Ok, ceci est un test les enfants. Ceci est un test pour la vidéo que je m'apprête à faire. Arrête de parler, Julie, juste tu testes le son et tu fermes ta gueule. Yo mes petits renards araignées, j'espère que ça va. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu, mais je vais pouvoir enfin vous présenter des livres. Ça faisait trop longtemps que j'arrivais plus à lire. J'ai mis je sais pas combien de mois à finir 1984, donc ça je me suis dit, dès que j'ai fini 1984, je vous fais une vidéo. La voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de tout ça. Il y a des mangas, il y a des romans, il y a des recueils de nouvelles, il y a aussi une édition absolument sublime de Tomie de Junji Ito, offerte par mon chéri. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter des livres que j'ai achetés et j'ai décidé solennellement, ici et aujourd'hui, de ne plus jamais vous donner l'ordre dans lequel je vais lire les livres parce que c'est impossible à prévoir. C'est juste un truc qui n'est pas faisable pour moi, donc je vais éviter, tout simplement, je vais éviter de vous dire lequel je vais essayer de lire, lequel je vais pas essayer de lire. En fait, je vais faire absolument comme j'en ai envie, parce que j'ai bien remarqué, en regardant les coins lecture, en regardant plein de trucs sur YouTube en rapport avec les livres, c'est impossible en fait de prévoir. Comme je l'avais dit, la lecture c'est personnel, la lecture c'est chronophage, la lecture c'est un truc qu'on fait quand on en a envie. Et c'est un truc qui n'est pas entièrement de ce qu'on veut lire ou ce qu'on n'a plus envie de lire, ou voilà, on met de côté des choses, on passe à autre chose, etc. Voilà, on va partir de ce principe, et donc je vais commencer directement par vous parler du premier livre que j'ai lu cet été. Je crois que c'était en juin, en juillet, j'ai même plus la date en tête tellement ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Voilà, c'est dire à quel point je suis productive sur cette chaîne, donc on va commencer. Celui sur lequel on s'était quitté la dernière fois, c'est Propriété physique du sentiment de Kim Cho-hyop, qui est un livre coréen que j'avais très envie de découvrir parce que c'est une littérature à laquelle je ne suis pas du tout habituée. C'est quelque chose que j'avais envie d'essayer, tout bêtement. Et bah en fait, c'est pas mauvais. Je vais pas dire que c'est mauvais, par contre un recueil de nouvelles, rentrer dans un recueil de nouvelles, c'est un peu dur. Il faut aller par thématique. C'est toujours une histoire différente qui s'offre à chaque petite histoire. Donc si l'histoire nous accroche pas, fatalement, le reste va être un peu dur à digérer, donc ça me l'a fait sur plusieurs nouvelles. Alors il y en a qui sont très très bonnes, par contre je ne vous garantis pas que je vais m'en souvenir, parce que ça fait quand même un très long moment que je l'ai pas lu, j'ai pas pris de notes. Je suis pas une professionnelle, allô, je suis l'amateur qui parle de livres, donc j'ai pas pris de notes, j'ai fait pas de notes de lecture. Par contre je l'ai trouvé bon, dans le sens où il y a des bonnes idées, on sent que l'auteur a une espèce d'expertise sur ce dont elle parle. C'est pas inintéressant, mais alors par contre ça m'a un peu sur certains points ça m'a ennuyé, parce que si t'as une nouvelle qui t'accroche pas du tout, bah pendant 40 pages il va falloir que tu la subisses quoi. Et c'est un peu ça qui est piégeux avec les nouvelles. À l'inverse, il y a un recueil de nouvelles que je vais vous présenter, que j'ai déjà lu il y a très très longtemps, de Stephen King, dont je me rappelais plus ou moins bien, parce qu'il y avait des nouvelles qui m'avaient marqué, mais alors celle-ci, c'est très différent, c'était de la science-fiction. C'est de la science-fiction avec un concept assez fort pour chaque nouvelle. Je serais incapable de vous résumer, mais il y en a une qui m'a marqué, qui est le titre du livre, Propriété physique du sentiment, qui est en gros un produit qui se répand comme une traînée de poudre, et qui donne des sentiments aux gens. En fait, quand on les consomme, qu'on les utilise, ça peut être des bougies, ça peut être des savons, ça peut être un truc à manger, une tablette de chocolat, et bien, ce produit va donner une émotion particulière, un sentiment qui va transformer les gens. Donc il y a des gens qui se shootent au goût dépression, d'autres qui se shootent au goût tristesse, d'autres qui se shootent au goût, je sais pas moi, joie. Il y a des choses comme ça, des concepts, enfin ce concept qui m'a marqué. Ensuite, il y avait une autre nouvelle qui s'appelait Mon héroïne de l'espace, si je ne dis pas de bêtises, qui m'avait beaucoup plu, où c'est l'histoire de... Merde, j'ai oublié. J'ai oublié, mais le titre... Mon héroïne de l'espace me dit toujours quelque chose, je l'ai toujours en tête, et je sais que la nouvelle m'avait bien plu. Donc en fait, malheureusement, je pourrais pas vous en dire grand chose, parce que,
la plupart des petites histoires ne m'ont pas marqué en fait. Et je trouve le style vraiment très clinique en fait. J'ai assez peu ressenti d'attachement pour les personnages. Parce que même dans une nouvelle, même dans une histoire courte, j'ai besoin de m'attacher à un personnage. Et là, c'était un peu dur. Là, alors dans Propriété physique du sentiment, justement, il y avait, je crois, un jeune journaliste qui voit sa copine se dégrader à cause des produits Propriété physique du sentiment, qui se shoot au goût dépression et qui pète un câble. Fatalement, il pète un câble. Donc là, j'étais un peu plus dedans. C'est celle qui m'a le plus accroché. Mais alors, le reste m'est un peu étranger, ne m'a pas marqué et me laisse un peu indifférente finalement. Parce que, justement, j'ai l'impression que l'auteur est indifférente à ses personnages. Ce qui est dommage parce que les concepts sont bons. Donc, j'ai pas tant de choses que ça à vous dire. Ma foi, je vais passer directement au suivant, qui est Circé de Madeline Miller. Ça y est, je l'ai lu. Alors, Circé, j'ai beaucoup apprécié. Par contre, j'avais lu le Chant d'Achille juste avant. Et revenir après le Chant d'Achille, je sais que Circé est son premier roman, mais alors, de rivaliser avec le Chant d'Achille, même pour Madeline Miller elle-même, c'est très dur. Pourtant, Circé est un personnage incroyable. J'ai adoré la suivre, c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Et les 4 ou 5 derniers chapitres, si elle me les avait résumés un tout petit peu plus, en un tout petit peu plus de condensé, j'aurais préféré, je pense. Je me suis ennuyée sur la fin, ce qui est très très rare. C'est pas rare qu'un livre me baisse en tension à la fin et ensuite se réveille. Mais là, en fait, ça a fait... Vous voyez, il y avait une flatline à la fin. L'image de la ligne plate. L'image de la ligne plate qui te fait te dire ouais bon c'est bon allez abrège, j'en ai marre. Ce qui est très dommage parce que encore une fois j'aime beaucoup comment Madeline Miller écrit. C'est l'une de mes plus belles découvertes littéraires, hein, vraiment je suis sincère en vous disant ça. Mais alors je me suis dit mais Madeleine pourquoi tu étales sur 5 chapitres ce que tu aurais pu dire en quelques pages finalement, parce que c'est un épilogue qui s'étire finalement. Parce que tout ce que j'avais besoin de savoir sur le personnage de Circé et tout ce que j'avais besoin de savoir sur la mythologie, elle nous l'a déjà dit en fait. Elle a déjà passé, allez, 300, 400 pages à nous le dire, et les 100 dernières pages m'ont ennuyé en fait. Enfin, pas les 100 dernières pages, j'exagère, peut-être les 50 dernières, je sais plus. Mais je me suis dit, mais quel dommage, ça tombe à plat. C'est un défaut qui m'a sauté à la gueule en fait quand je l'ai lu, parce que le Chant d'Achille, j'en ai jamais décroché, vous voyez. Peut-être parce que le Chant d'Achille était un tout petit peu plus court. Le Chant d'Achille faisait quelque chose comme 390 pages, là j'ai 450 pages, et les 50 dernières j'ai fait... Alors, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que Circé est un mauvais livre, loin de là. Il y a même des gens qui préfèrent Circé au Chant d'Achille, ce que je peux comprendre. Mais alors... moi, vraiment, clairement, le Chant d'Achille, c'est 600 niveaux au-dessus, quoi. C'est un truc de fou. J'ai pris mon pied comme jamais en lisant le Chant d'Achille, et là, j'ai pris mon pied pendant 400 pages. Voilà. Alors, si je résume l'histoire, de ce que je m'en souviens, parce que ça fait quand même un très long moment, Circé, c'est une fille de dieu et de nymphe. Et ses parents sont odieux avec elle. Elle vit dans le palais de son père, qui est un dieu de l'océan, si je dis pas de bêtises. Oui, bonjour, ici Spider du futur. Alors j'ai dit une énorme connerie. Le père de Circé, c'est Hélios, le dieu du soleil. Voilà. Et elle a une vie de merde, en fait, parce qu'elle ressemble pas à ses sœurs, parce qu'elle est considérée comme laide, parce que sa mère la rejette, parce que son père est un dieu, enfin un dieu décrit comme Madeline Miller les décrit très bien dans ses livres, c'est-à-dire un dieu vraiment un prépubère avec des pouvoirs magiques, hein. C'est un sale con, voilà. Je ne mâche pas mes mots, j'ose le dire, mesdames et messieurs, le père de Circé est un sale con. Et j'avais qu'une envie, c'était qu'elle puisse partir de là. Et alors, ce qui se passe, c'est que elle finit par être exilée. Elle a l'outrecuidance d'essayer de se rapprocher de ses frères et sœurs, mais ça lui vaut l'exil sur une île déserte, où elle va rencontrer tout un tas de personnages mythologiques que vous connaissez très bien. Donc, sa particularité à Circé aussi, c'est d'être une sorcière. Elle est connue pour ça dans la mythologie. C'est une sorcière qui a des pouvoirs non pas divins, mais tirés des plantes, tirés de la nature, tirés de la puissance qu'elle trouve dans la nature. Et c'est ça qui la rend très intéressante par rapport aux dieux qu'on a décrits, qui ont été décrits dans le Chant d'Achille, par exemple, aux dieux qu'elle décrit très bien dans tous ses récits. En fait, ça fait de Circé un personnage assez unique. Et qui s'embarrasse pas de savoir si elle a des pouvoirs divins ou pas, parce qu'en fait, elle sait très bien d'où vient sa puissance.
Et donc tout le mythe de Circé est respecté, donc ce que je savais de Circé dans la mythologie grecque, je l'ai retrouvé, mais avec un point de vue qui est très personnel encore une fois, comme dans le chant d'Achille, je vais me répéter, mais c'est un point de vue vraiment très intime, qui est centré sur le personnage et qui est vraiment plaisant en fait, qui est vraiment touchant parce que on est à fond avec elle du début à la fin. Par contre, même passé les 50 pages qui m'ont ennuyé à la fin, j'étais avec elle tout du long. J'ai pas décroché une seule fois, j'ai trouvé ça vraiment bon. Le rythme était assez bon parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo de conseil d'écriture, Madeline Miller, elle arrive à alterner des passages où elle raconte l'histoire qui évolue, les personnages qui vont graviter autour de Circé, et les tourments intérieurs que Circé pourrait avoir, les moments de pause et de réflexion qu'elle va avoir. Et au moment où, vers la fin, elle a un enfant, je vous dis pas avec qui, ça se complexifie et l'histoire devient un petit peu plus intense, mais alors elle retombe comme un soufflet vers la fin. Donc, voilà. Je ne vous dévoile pas la fin, parce que si vous connaissez pas le mythe, je pense que vous savez pas avec qui elle a eu des enfants, mais alors, j'ai aussi trouvé des choses, je me suis dit, bon, calme-toi, c'est de la mythologie. Parce que je me suis dit, la personne avec qui elle s'épouse à la fin, c'est quand même bizarre, non? C'est pas un peu de l'inceste? Et moi je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Putain, heureusement qu'on est sur une base de mythologie, parce que sinon, je me serais dit, c'est carrément chelou, quoi. Mais mes limites morales auraient été un peu dépassées si ça avait pas été la mythologie. Parce que, pareil, dans le chant d'Achille, un des défauts, entre guillemets, je mets un gros guillemet parce que c'est très difficile à trouver, enfin c'est très difficile de trouver des défauts au chant d'Achille, c'était l'idée qu'il y a une misogynie vraiment très très prononcée et très cynique. C'est un truc qui est vraiment très très présent. Bah là c'est un peu pareil, sauf qu'en fait Circé prend le pouvoir sur cette forme de misogynie qui existe dans la culture, dans cette culture, dans cet univers décrit par Madeline Miller. En fait, c'est très intéressant de la voir s'approprier ses pouvoirs et s'approprier son corps, parce qu'il va lui arriver des tas de choses, mais ignobles, desquelles elle va devoir sortir, mais en fait en prenant une espèce de revanche sur les gens qui ont pu lui faire du mal, en essayant de tourner sa vie d'une manière à ce qu'elle puisse la contrôler. Et ça, j'aime beaucoup. C'est en ça que les histoires de femmes écrites par des femmes m'intéressent. Parce que, du coup, en tant que femme, on s'identifie extrêmement à ce genre de récit. C'est un récit où la femme reprend le pouvoir sur elle-même, sur son propre corps, sur sa propre destinée, sur comment est-ce qu'elle se perçoit, comment elle perçoit les hommes aussi. Et ça ne l'empêche pas d'être amoureuse, hein, évidemment. Elle est très très amoureuse quand elle rencontre des hommes. Elle est, comment dire, au début elle se méfie, puis après elle se laisse emporter par cet amour absolument mais incroyable qu'elle va pouvoir ressentir, etc. Donc, avoir vécu des choses dramatiques ne l'empêche pas de, comment dire, d'être bien, d'avoir un semblant de confiance avec les hommes qu'elle va rencontrer. Par contre, ça ne veut pas dire que ces hommes seront des hommes bien. Mais c'est nuancé en fait, parce que c'est des héros mythologiques. On parle pas d'un homme classique. Voilà, l'homme avec qui elle fait la majorité de sa vie et qu'elle aime le plus, je ne vous dis pas qui c'est, qu'elle aime le plus, c'est pas nécessairement un homme parfait, mais c'est un héros mythologique. On parle pas d'un homme lambda, on parle d'un gars qui parcourt je sais pas combien de kilomètres et qui défie les dieux. Donc je me dis, ouais, la relation est spéciale, la relation est parfois houleuse, la relation est parfois un peu bizarre, mais ce sont des héros mythologiques et des dieux. Voilà. J'ai pris ce recul-là, je me suis dit, cet homme est un connard, mais ça reste une histoire mythologique réinterprétée. Donc, pourquoi est-ce que ça me gênerait finalement? Voilà. Je vous conseille chaudement Circé. Vraiment, je vous le recommande. Parce que, si vous avez lu Le Chant d'Achille, si vous avez entendu des échos de ce que Madeline Miller est capable de produire, foncez sur Circé, c'est génial. Par contre, est-ce que vous serez aussi déçus que moi par la fin? Ça, je ne sais pas. Je pense que ça dépend de chacun d'entre nous. Moi, vraiment, c'est ce défaut-là qui m'a sauté un peu au visage. C'est la manière de vraiment refaire tomber à plat le truc à la fin. Voilà. C'est le seul défaut que je trouverais à ce livre. Sinon, foncez le lire. Suivant! C'était pas prévu, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. La tresse de Laetitia Colombani. Ah, mon Dieu. Alors, c'est extrêmement court, ça se lit à une vitesse alarmante, il fait 235-240 pages. C'est un petit bijou ce livre. Il a été adapté en film, si vous êtes curieux. Allez voir le film, ou lisez le livre avant de voir le film, je sais pas. Moi, j'avais jamais vu le film.
Ma maman m'a dit beaucoup de bien du film, et donc je suis tombée dessus en librairie, j'ai fait hey, mais vas-y, faut que je vois. C'est adapté d'un best-seller mondial, il faut bien que je teste ce best-seller. J'ai compris pourquoi. Je comprends tellement pourquoi ce livre a fait tout ce tintouin. C'est incroyable, la tresse, c'est génial. C'est encore une fois histoire de femmes, écrite par des femmes, qui relient 3 destins différents. Pour vous le résumer très grossièrement, ça parle de 3 femmes qui ont 3 situations différentes, dans 3 coins du monde différents. Il y a une femme qui vit en Italie, une femme qui vit en Inde et une femme qui vit au Canada. Donc, ces 3 femmes-là sont liées. Vous allez, au début, vous ne saurez pas pourquoi, mais ces 3 destins-là sont liés. Et le titre prend tout son sens à la fin. Alors, on a une femme qui est avocate, qui est une working girl, une maman parfaite, qui sait faire des trucs parfaits, qui excelle dans tout ce qu'elle fait, qui a un cancer. On lui annonce un cancer. Alors que c'est la femme parfaite, entre guillemets, la femme moderne parfaite, qui se laisse jamais abattre, qui pleure pas, qui a pas de problème de santé, qui est comme Sarah, strong independent woman, et qui d'un coup se découvre un cancer. Parce qu'elle fatigue, parce qu'elle fait des malaises au travail, etc. Ensuite, la deuxième femme, c'est une jeune femme italienne qui apprend que l'entreprise familiale va se casser la gueule et qui doit trouver une solution. Et une des solutions envisagées, c'est qu'elle se marie avec quelqu'un qu'elle n'a absolument pas envie d'épouser. Voilà. Ensuite, la troisième femme, c'est une indienne qui doit fuir son village parce que elle a sa petite fille avec elle et qu'elle ne veut plus que sa petite fille subisse la misogynie qui existe en Inde. L'Inde est l'un des pays les plus misogynes au monde, ça faut le savoir, et donc cette situation est abominable. Elle ne veut pas que sa petite fille grandisse dans un village arriéré qui va la traiter comme de la merde, et donc elle s'enfuit pour aller en ville ou pour aller faire un pèlerinage et espérer demander la grâce des dieux hindous pour que sa fille ait une éducation, pour qu'elle ait une meilleure vie et qu'elle ne subisse pas la misogynie subie par les femmes dans les villages reculés d'Inde. Donc voilà, là ça pose le décor tout de suite. En termes de personnages, on est sur du très très lourd. En très peu de mots, l'autrice, elle arrive à décrire les enjeux de chaque personnage, les enjeux personnels de chaque femme décrite dans le récit, avec une justesse que j'ai rarement vue. Et que j'ai adoré. Alors par contre, le personnage qui m'a le moins accroché au tout début, c'est l'avocate. Et moi je me disais, mais décroche un peu, genre arrête d'être aveugle, tu m'énerves. Voilà, c'était un petit peu le mood qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu le personnage de l'avocate du Canada. Je me suis dit, meuf, faut que tu décroches un peu, parce que là ça va pas. Tu veux pas te l'avouer, mais c'est chiant. Tu veux pas te l'avouer, mais tu vas craquer en fait. On s'attend à voir le moment où elle va craquer et où elle va complètement se laisser aller en fait et devoir se dire je vais devoir me soigner parce qu'elle a un foutu cancer. Mais voilà, c'était un peu... je trouvais ça un peu lourd dans le sens... elle est tout le temps genre non j'ai pas de problème, je suis parfaite et je vais réussir et machin et y a pas de souci et j'ai besoin de travailler pour vivre et tout et j'ai pas besoin d'être mariée et tout. Enfin voilà, c'est une maman divorcée en plus. Mais c'est vraiment cette espèce de fierté mal placée qui m'a un peu dérangée, ce qui veut pas dire que c'est un mauvais personnage, parce qu'au final, on s'attache à toutes les protagonistes. Vraiment toutes, les 3 sont incroyables. Et elles ont toutes quelque chose de différent à dire dans le récit. C'est très touchant, c'est ça qui est très touchant et qui est très intense. Et pour tout vous dire, ce livre, je l'ai lu en 6 heures. Genre 6 à 7 heures, c'est un truc de fou. J'ai lu à une vitesse à laquelle je m'attendais pas. C'est incroyable. M'accrocher à ce point-là, alors que c'était pas prévu que je lise ce livre, c'est très fort. Donc, bravo à Laetitia Colombani, parce que là, pour le coup, en termes d'histoire humaine intense et prenante et captivante, là, il n'y a aucun problème. C'est géré d'une main de maître. Donc voilà, je comprends complètement. Le best-seller est mérité. Voilà, best-seller sur 20. Le film, je ne l'ai pas vu. Il faudra peut-être que je le voie et que je lui en fasse une petite critique, éventuellement. Éventuellement pour comparer, pour voir si l'adaptation est bonne, et voilà. En revanche, du coup, j'avais autre chose à vous dire sur la tresse. Le personnage que j'ai préféré et l'environnement que j'ai préféré suivre dans le livre, c'était l'environnement de la femme indienne. J'ai oublié son prénom. Mais voilà, ça m'a vraiment rapproché du fait que, je me dis, il y a vraiment des féministes européennes qui ont des préoccupations un peu bizarres, parce qu'il y a quand même encore des femmes dans le monde qui risquent la mort parce qu'elles sont des femmes. Donc voilà,
ça m'a ramené à un truc très très terre à terre, quoi. Ça m'a ramené au fait de me dire, waouh, le patriarcat, il a rien à voir en Inde avec celui qu'on a en France. Hein. Je veux dire, moi, j'aurais pas peur que ma petite fille se fasse tuer par les hommes du village, quoi. J'aurais pas peur qu'on enterre ma fille vivante le jour de sa naissance, et j'aurais pas peur qu'elle ne fasse jamais d'études et qu'elle épouse je sais pas qui. Voilà, et qu'elle coûte trop cher et qu'on finisse par l'abandonner. Voilà. Ensuite, j'ai appris quelque chose que je savais déjà, que j'avais déjà survolé en regardant des documentaires sur YouTube et tout ça. C'était un documentaire qui parlait des veuves. La cité des veuves, je sais pas si vous connaissez ça, parce qu'à un moment elles vont avec sa fille à la gare, qui est le moyen de transport le plus répandu en Inde, c'est le train, et donc elles vont attendre le train toute la nuit dans une gare et elles rencontrent une veuve. Les veuves en Inde portent un voile blanc et sont mais honnies de la société. C'est horrible, j'ai pleuré en lisant le passage qui parle des veuves, parce qu'en fait elles discutent ensemble et la veuve lui raconte ce qui lui arrive, pourquoi est-ce qu'elle est là, etc., etc. Et là, j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais alors ça, c'est vraiment un aspect culturel indien qui est bien représenté, du coup, dans le livre, mais qui est dramatique, quoi. Je me suis dit, mais alors, le patriarcat, c'est ça, en fait, c'est un truc de fou. Le patriarcat, c'est vraiment forcer la femme, quoi qu'il lui arrive, forcer la femme à être plus bas que terre, à n'être qu'un objet, à n'être qu'une marchandise. C'est ça, le patriarcat, pour moi. Voilà, ça, je me le suis pris en pleine figure, et j'étais vraiment pas bien en le lisant. Voilà, donc j'ai beaucoup plus de choses à dire fatalement parce qu'il m'a beaucoup plus marqué que Propriété physique du sentiment, par exemple. Donc voilà, La Tresse, énorme claque. Un conseil, mais je vous le conseille les yeux fermés, il est pas très long, il fait 240 pages, quelque chose comme ça. Vous allez le bouffer, vous allez jamais en décrocher. C'est un des meilleurs livres de ceux que je vais vous présenter, c'est l'un des meilleurs, franchement. Suivant, et j'ai mis une petite veste parce que il fait un peu frais chez moi. Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Oh purée, le nom est incroyablement difficile à prononcer. Pareil que La Tresse, énorme claque, énorme tarte. C'est l'histoire de deux femmes qui sont nées le même jour, de la même mère, donc qui sont jumelles, et qui vont avoir deux destins très très séparés. Il y en a l'une des deux qui va devenir une sorcière. Ça rentre dans le thème, ça rentre dans le thème général de cette présentation de livre, parce que on a encore des histoires de filles écrites par des filles, on adore ça dans cette maison. Et l'autre sœur qui va devenir une passeuse de fantômes, médium passeuse de fantômes, qui se sert du thé comme appât, entre guillemets, pour attirer les fantômes et discuter avec eux. Elle a toute une espèce de connaissance du thé qui est génial et qui ressemble beaucoup à la préparation des potions magiques dans Harry Potter, mais en beaucoup plus chiadé, beaucoup plus mature et beaucoup plus vraiment mais passionnant. J'ai adoré lire les passages où l'auteur elle détaille comment ça marche le thé, comment le personnage arrive à infuser le bon thé pour attirer le bon fantôme, pour lui faire dire le bon truc, et qui va galérer à retrouver certains fantômes, et qui du coup, c'est ça qui fait le sel du récit. Voilà, il y a un fantôme en particulier duquel elles vont devoir se rapprocher, qui est le fantôme de leur mère, parce qu'elles ont un certain nombre de choses qu'elles ne savent pas sur leur naissance, un certain nombre de choses qui sont liées au lieu où elles sont nées aussi. Donc je vous le résume vraiment très mal, parce que c'est extrêmement dur à résumer en fait. J'avais essayé de le résumer à ma mère pour lui prêter le bouquin, et après elle l'a prêté à une de ses amies. Elles ont adoré, mais alors le résumer c'est impossible. C'est à part le fait que les deux personnages principaux sont des sœurs jumelles qui ont pris deux destins très différents et qui ont une mère qui cache plein de secrets et le lieu de leur naissance qui cache plein de secrets, je serais incapable de vous le résumer. C'est un truc de malade. Parce qu'on a un niveau d'intrigue, de sous-intrigue, d'aller fouiller aussi dans le passé des deux personnages, et des petites bribes de choses qui vont nous donner les indices pour avoir la fin et la résolution, qui sont tellement délirants qu'en fait c'est pas possible de revenir sur tout, mais surtout sans spoiler c'est pas possible non plus. Enfin sans vous gâcher le plaisir de la découverte, je pourrais pas vous résumer ce livre. Et je vous le conseille aussi parce que déjà le style de l'auteur est super accrocheur, j'ai adoré lire ce truc, ça m'a jamais ennuyé en fait, je ne me suis jamais ennuyée, même s'il y a des passages qui du coup ont l'air un peu de jurer avec le reste. Je me dis mais pourquoi est-ce qu'on va à tel endroit, à tel moment, et en fait à la fin je me disais tout a un sens, tout est agencé pour aller vers la fin et la résolution. Et qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pris mon pied en lisant ça.
et je vous le recommande. Et des moments assez glauques, des moments un peu dérangeants, mais c'est pas horrifique non plus, c'est fantastique, on va dire. Ça s'approche plus du fantastique, du thriller fantastique, ou voilà, je sais pas. Et il y a une quête personnelle, il y a des mystères, il y a du mysticisme, il y a des esprits, donc il y a du spiritisme, avec du thé. Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est mon copain qui m'a dit « Ah bah oui, c'est une méthode de spiritisme le thé !» J'étais même pas au courant. Donc j'ai découvert, il y a eu beaucoup de découvertes vraiment agréables. L'auteur a décrit aussi Egonia, qui est donc du coup la sœur jumelle qui devient une sorcière, on va mettre des guillemets, qui est finalement la plus attachante des deux. Voilà, je sais exactement ce que je veux vous dire. Il y a les deux personnages principaux du coup, Félicité et Egonia, qui à sa naissance a été appelée Agonie. Donc le verlan d'Agonie c'est Egonia, voilà, ça donne un aspect un peu plus sympathique à son prénom, la pauvre Egonia, voilà. Et en fait j'ai fini par beaucoup plus m'attacher à Egonia qu'à Félicité, parce qu'on suit Félicité dès le départ, et on s'attend à ce que ce soit elle le centre du récit, mais en fait la tendance s'inverse un peu vers le milieu du récit. On fait beaucoup plus la part belle à sa sœur au milieu du récit. Et je me suis dit, mais en fait, cette sœur, elle est vachement plus attachante que Félicité. Parce que Félicité, elle a un côté un peu sec. Un peu pète sec. Un peu strict, un peu fière et tout. Alors que Egonia a quelque chose de beaucoup plus bordélique dans sa personnalité. Beaucoup plus, allez, on se laisse aller, on fout des trucs partout. S'il y a des fleurs géantes qui poussent, on s'en fout. Enfin voilà, c'est très mal dit, là, comme ça. Je vous le dis extrêmement mal parce que je prends pas de notes de lecture. Mais voilà, j'essaye de vous décrire en fait ce que j'ai ressenti pour les personnages. Et finalement, je me suis attachée aux deux personnages. Un peu plus à Egonia qu'à Félicité. Mais finalement, ce qui les relie et ce qui va finir par être révélé à la fin est incroyable. Et finalement, m'a fait me dire « Ah, je regrette pas d'avoir suivi ces deux-là et je regrette pas qu'elles se soient accrochées l'une à l'autre pour trouver la vérité. » Parce que c'est... Je sais pas, c'était très émouvant. La fin était très émouvante. Il y a un sous-ton horrifique qui peut faire penser vite fait à Harry Potter, hein, vraiment. Mais Harry Potter est beaucoup plus mature, avec des femmes adultes qui cherchent leurs racines et qui du coup donnent une saveur vraiment très particulière. Et d'écrire ça comme ça, c'est très compliqué. Donc je vous engage à aller le lire. C'est génial. Vraiment, l'auteur, je crois qu'elle a eu des prix pour ce livre et c'est mérité. Je sais plus si c'est une bonne vente ou pas, je sais pas, mais je vous le conseille. Voilà. S'il y a une personne qui doit vous répéter de lire ce livre, c'est moi. Lisez-le. Suivant, on va arriver dans la case manga de cette vidéo. J'ai lu 3 mangas qui sont excellents. J'ai lu Fire Force d'Atsushi Okubo, c'est le tome 1. J'adore le style graphique d'Atsushi Okubo. C'est l'auteur de Soul Eater qui est mon manga préféré. Je vais essayer de vous trouver une planche qui est jolie. C'est un peu difficile. Mais alors, ce qu'il y a de bien chez Atsushi Okubo, c'est que c'est du shonen très basique et très efficace. Voilà, la façon qu'il a de dessiner le feu est très cool. Donc Fire Force, ça parle d'un petit gars, j'ai oublié son nom. Shinra, voilà. Le petit Shinra qui est juste là, qui en fait intègre une brigade de pompiers pour éteindre des incendies. Mais c'est pas simplement des incendies, c'est aussi et surtout des démons qui démarrent des incendies et qui du coup tuent des gens. Et le petit Shinra a donc perdu sa mère dans un incendie et donc veut un peu prendre sa revanche et accomplir un destin de pompier, voilà, pour éteindre les incendies. Alors là, c'est la définition aussi de combattre le feu par le feu, parce que Shinra a des pouvoirs de maîtrise du feu. Le feu lui sort par les pieds. Donc il combat les incendies avec ses pouvoirs de maîtrise du feu. Donc de ce que j'ai compris de l'univers qui est installé, c'est qu'en fait, combattre le feu par le feu parce que les gens qui sont dans les brigades de pompiers maîtrisent le feu. Et donc on va rencontrer des personnages qui le maîtrisent d'une façon différente. C'est un peu comme dans Soul Eater où chaque personnage a sa manière de contrôler son arme qui change de forme. Enfin voilà, si vous connaissez Soul Eater, vous voyez de quoi je parle. Là, c'est du shonen classique. Je pense pas poursuivre la série parce que je pense que j'ai passé l'âge de lire ce genre de choses, mais comme j'aime beaucoup Atsushi Okubo et ce qu'il fait, et que Fire Force ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti, j'étais curieuse et je suis pas déçue parce que c'était très bien. Pour du shonen, pour jeunes personnes, pour adolescents, c'est très cool. Donc si vous avez des ados dans votre cercle familial ou voire même des enfants,
allez-y, offrez-leur. Par contre, ouais, pas des enfants trop jeunes, parce qu'on parle de gens qui sont immolés dans des incendies, hein. C'est pas très très marrant. Mais voilà, c'est quand même pour un public jeune. Je pense que j'ai un peu passé l'âge, j'ai 26 ans, hein. Mais j'aime toujours Atsushi Kobo. C'est toujours un plaisir de lire ce qu'il fait. Et Soul Eater, j'ai lu toute la série Soul Eater, c'est trop bien. J'aime son style, j'aime comment il dessine, j'aime le côté vraiment très bigarré et rigolo des personnages. C'est avec ces dessins que j'ai appris à dessiner. Enfin voilà, je lui devais bien ça. Suivant. Alors, celui-là, je vais cacher cette étiquette qui spoil absolument la fin de Boruto. To Blue Vortex, qui est un peu le Boruto Shippuden de cette vidéo. Donc, alors je pourrais absolument pas vous résumer ce que je ressens pour Naruto et pour Boruto. Ça serait incroyablement difficile. Déjà, pour vous donner une idée, ça c'est mon premier tatouage et c'est une référence à Naruto. Voilà. C'est à ce point-là d'admiration pour Naruto et Boruto. Donc Boruto, c'est excellent. Et Boruto to Blue Vortex, donc c'est la suite de Boruto, après le cliffhanger qu'on a eu à la fin de Boruto. Donc je vous conseille infiniment plus le manga que l'animé, parce que l'animé, il y a des fillers, parce que la publication du manga ne va pas à la même vitesse que la publication de l'animé. L'animé est, cela dit, très bien animé par Studio Pierrot. Il y a des épisodes qui ressortent tellement plus que d'autres, qui sont magnifiques graphiquement, et d'autres qui sont tout pourris. C'est un peu comme dans Naruto et Naruto Shippuden finalement. Mais alors, To Blue Vortex, décrire ce que je ressens pour ces séries-là sans vous spoiler, c'est impossible. Donc je vais partir du principe que vous avez lu Boruto, que vous avez vu et lu Naruto. Donc là, si je divulgage, c'est maintenant. Attention, je vais spoiler la fin de Boruto. Alors, à la fin de Boruto, il y a un combat entre Kawaki et Boruto pour déterminer lequel des deux est le fils légitime de Naruto. Alors, il y a une espèce de retournement divin à la fin, où c'est l'omnipotence. Et il y a une notion d'omniscience et d'omnipotence dans les pouvoirs de Otsutsuki qui sont mis en exergue à la fin, et qui du coup mènent au fait que Ada, celle qui a le pouvoir de tout voir et un pouvoir d'omnipotence, active le pouvoir d'omnipotence avec Kawaki et réalise le souhait de Kawaki, parce qu'elle est amoureuse de Kawaki. Alors, le retournement de situation à la fin de Boruto, j'étais pas prête. Et je pense que j'ai dû être en PLS pendant environ 15 minutes en mode « Qu'est-ce que je viens de voir ? Qu'est-ce que je viens de lire ? C'est incroyable !» Je m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment le genre de twist que j'adore dans ce style de série et dans les animés et les mangas en général. C'est vraiment un des styles de twist qui m'accroche le plus. Donc là, le souhait de Kawaki, c'était d'être le fils biologique de Naruto, et que Boruto ait le statut qu'avait Sasuke dans Naruto Shippuden, c'est-à-dire un paria, quelqu'un qui fait sa vie, qui est rejeté, et qui du coup est l'assassin de Naruto. Alors, Naruto n'a pas été tué, Naruto a été mis sous scellé. Naruto et Hinata ont été mis sous scellés par Kawaki dans une dimension parallèle, parce que, bref, si vous avez lu Boruto, vous savez. Donc, To Blue Vortex, le premier volume de To Blue Vortex, va dans le sens où Boruto doit rétablir la vérité, parce que c'est quand même lui, le fils biologique de l'Hokage, hein. Il revient au village pour tout bêtement protéger les villageois de Code, qui est toujours là, qui fait toujours chier. Code, il me fait chier. Code qui m'énerve à un degré, vous imaginez même pas. Mais qui du coup essaye de faire revivre... Ah purée, comment il s'appelle ? Le Jubi, pour dévorer... il veut dévorer Boruto parce que c'est techniquement l'un des êtres les plus puissants de la planète. Donc voilà, il y a l'enjeu il y a l'enjeu de Jubi, l'enjeu de Shinju, et l'enjeu qu'il y a une inversion entre Kawaki et Boruto. Et en fait, ce que j'ai beaucoup kiffé dans ce premier volume de To Blue Vortex, il faut que je vois les scans de la suite parce que le volume 2 n'est pas sorti en France. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'inversion du statut en fait des deux personnages, parce que Kawaki galère à un point mais incommensurable pour se faire accepter, pour se faire des amis, pour être considéré comme un fils à part entière des Uzumaki. Et là, il renverse complètement la tendance parce que Monsieur veut être considéré comme le fils légitime du Hokage et veut préserver le Hokage et veut en fait le garder pour lui. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que je vais peut-être rien vous apprendre, mais Kawaki est mon personnage préféré de Boruto. C'est, je pense, l'un des meilleurs personnages de cet univers.
desquels j'ai pu découvrir. Voilà. C'est vraiment un des personnages qui m'a le plus accroché. Son histoire, elle m'a retourné le cerveau. Il a vraiment une vie de merde et en fait, Naruto arrive à lui dire non mais tu peux être à l'aise avec nous, tu peux avoir confiance en nous, tu seras notre fils. Même si on n'est pas du même sang, tu pourras être notre fils. Naruto lui montre tout ce qu'il a besoin comment dire, il lui montre tout l'amour dont Kawaki a besoin et Kawaki trouve quand même le moyen d'inverser une tendance qui pourtant était évidente pour tout le monde. Kawaki a trouvé le moyen en fait de trahir l'amour porté par son père adoptif, ce qui est dramatique. Mais que je peux comprendre, parce que je suis une adoptée moi aussi. Donc c'est pour ça que je m'identifie à ce point-là à Kawaki, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça à ce point intéressant. Voilà. Donc il y a vraiment la dualité Kawaki-Boruto qui fonctionne vraiment super bien, qui fonctionnait déjà très bien dans Boruto, et voilà. C'est la fin des spoilers. Je vous conseille, les yeux fermés, de lire le manga Boruto et de lire To Blue Vortex. L'animé, zappez les fillers parce qu'il y a vraiment des bijoux d'animation dans l'animé. Mais alors ouais, il faut repérer les épisodes fillers parce que voilà. Donc voilà, si vous aimez l'univers de Naruto, surtout n'hésitez pas à lire Boruto et à lire To Blue Vortex. Donc To Blue Vortex c'est un peu Boruto Shippuden finalement. Voilà, c'est tout pour To Blue Vortex. Suivant, Dracula de Shinichi Sakamoto. C'est le tome 2, mais alors en fait je l'ai juste acheté pour la beauté des dessins. Mon dieu, je n'ai jamais vu des dessins aussi beaux dans un manga. C'est un truc de fou. J'ai rarement, mais alors rarement vu un niveau de dessin aussi beau. Mais juste, matez-moi ça quoi. Vous allez, mais genre, même si je suivais pas tout à fait l'histoire, même si je comprenais pas grand chose, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est beau, genre. Je n'ai jamais vu un niveau de dessin pareil. Voilà. Clairement, dans un manga, je n'ai jamais vu ça. C'est sublime. C'est un truc vraiment sublime. Bref, Dracula de Shinichi Sakamoto. Alors, j'ai pas compris grand-chose parce que c'est le tome 2. Alors, je vais peut-être essayer de vous le résumer. On a tous les personnages du Dracula original, Van Helsing, Dracula et d'autres personnages dont j'aurai connaissance quand je lirai celui de Bram Stoker. Voilà, toute la mythologie autour de Dracula est respectée. Il y a une histoire d'amour que j'ai pas très bien comprise, mais il va falloir que je me commande le premier tome pour suivre dans son intégralité. Mais moi, en fait, c'était juste pour le plaisir des yeux que j'ai acheté ce manga, parce que vraiment, je n'ai jamais vu ça. J'ai pas lu beaucoup de mangas et j'ai vraiment une connaissance limitée en manga. Par contre, voilà, c'est juste pour le plaisir d'avoir ça chez moi, sans déconner. Vous vous rendez compte ou pas? Ça connecte ou pas là? Voilà, c'était juste pour le kiff d'avoir un Shinichi Sakamoto chez moi. Parce qu'en fait, je suivais Shinichi Sakamoto sur Instagram. Et je savais que c'était un mangaka vraiment excellent. Mais par contre, j'avais aucune idée des histoires racontées dans ces mangas. Là, justement, tout le mythos de Dracula est respecté. Et c'est quelque chose que les Japonais affectionnent beaucoup, d'adapter des histoires classiques européennes, des mythes et des légendes dont eux n'ont pas beaucoup connaissance. C'est comme nous, les Européens, quand on aime bien écrire sur leurs légendes à eux. Je pensais à un roman... je sais plus comment il s'appelle ce roman, il a été fait... en coin lecture par Link the Sun, voilà, un Materasu, quelque chose comme ça. Voilà, c'est comme les Européens qui kiffent les légendes japonaises et qui du coup les adaptent en livre ou en bande dessinée. Voilà, c'est un échange culturel entre la France et le Japon enfin l'Europe et le Japon qui est plaisant, vraiment plaisant. Donc voilà, conseil de lecture si éventuellement vraiment vous connaissez Shinichi Sakamoto et que vous ne connaissez pas Dracula, bah allez-y, parce que c'est toujours un plaisir visuel incommensurable. J'ai passé des dizaines de minutes à regarder les planches, juste à regarder les planches. Limite, j'en avais rien à foutre de l'histoire. Même si l'histoire est intéressante, j'ai compris quelques petits trucs et je me suis laissé embarquer. Voilà. J'achèterai probablement le tome 1 pour faire la petite collection où j'aurai la logique de l'histoire en tête et où je pourrai encore me rincer les yeux pendant quelques heures. Voilà, suivant. Et pratiquement dernier de la liste, et ensuite je vous ferai la petite présentation des livres que j'ai achetés. 1984. Voilà, je l'ai enfin terminé il y a 2 jours, ou même avant-hier, je sais plus, enfin hier ou avant-hier, j'ai oublié. C'est dans mon top 3. Voilà.
Alors, dans mon top 3, vous avez Le Chant d'Achille, World War Z et 1984. C'est pas compliqué, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire parce qu'en fait, le mythos autour du bouquin est vraiment rentré dans la culture populaire. Et je me suis dit, ouais, je vois pourquoi. Et par contre, alors je pars du principe que soit vous l'avez lu, soit vous connaissez tout le mythos autour, soit vous avez intégré en quoi c'est une œuvre majeure. Je vais pas vous résumer, alors si je vais vous résumer, on est dans un monde où Big Brother te regarde, où c'est une dictature oppressive et omniprésente, dont énormément d'auteurs se sont inspirés à travers les âges. Ce livre a été écrit dans les années 50 si je dis pas de bêtises, et c'est vrai que c'est assez visionnaire pour son époque. J'adore, vraiment j'ai adoré le lire parce qu'en fait je me suis beaucoup attachée à Winston, tout bêtement. Winston qui commence à se poser des questions, est-ce qu'on contrôle pas ma pensée, est-ce qu'on contrôle pas la façon dont je me comporte. Il essaye de se cacher avec, se cacher de Big Brother avec des détails, des choses vraiment imperceptibles qu'il croit pouvoir cacher, mais il peut pas. Et ce qui est terrifiant dans ce bouquin, c'est à quel point le parti l'a regardé, l'a vu et l'a espionné pendant tout le long du récit, sans qu'il s'en aperçoive. Et vraiment la dernière phrase du livre m'a mis des frissons. Je ne vous dis pas laquelle c'est parce que je pars du principe que quand même c'est un livre qu'il faut avoir lu. C'est un must read. Vraiment ça, 1984 pour votre culture générale, pour votre enrichissement littéraire et pour toutes les raisons citées à tort et à travers partout dans le monde, lisez-le. Pitié, lisez 1984. C'est génial. En revanche, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est dans un monde orwellien où on est regardé en permanence, où on est surveillé en permanence. C'est pas entièrement faux. Par contre, en termes de dystopie visionnaire, là, dans l'époque où on vit actuellement, je me sens beaucoup plus proche de Fahrenheit 451 que de 1984. Parce qu'il y a des détails quand même qui sont un peu datés, c'est-à-dire des détails qui, en France actuellement, peuvent être crédibles, mais ne sont pas constitutifs de ce qu'on vit en France. Ce qu'on vit en France n'a rien de comparable. Ce qu'on vit en France est plus proche de Fahrenheit. Dans le sens où la culture se perd, les gens deviennent un peu plus... Je dis pas qu'ils sont bêtes, c'est pas vrai. Mais où, en fait, tout ce qui est l'enrichissement culturel et l'intellectualisme est un peu en train de s'essouffler. Et où le niveau de l'école baisse, etc. etc. Voilà. On a un manque de culture, on a un manque de richesse intellectuelle en fait. C'est même pas que les gens ne sont pas cultivés ou sont stupides, attention, j'ai pas dit ça, c'est faux. Mais la dystopie décrite dans Fahrenheit me paraît beaucoup plus proche de ce que moi je ressens actuellement dans mon pays. Voilà. Par contre, 1984, effectivement, si on se projette dans l'ère dans laquelle nous sommes, à savoir l'ère de la technologie, des micros, des caméras, des IA, des choses comme ça, on peut potentiellement se projeter dedans, effectivement. Et oui, 1984, c'est visionnaire. 1984, ça décrit une société où aucun de tes faits et gestes ne te sera épargné et ne te sera pardonné. Où tu n'as plus aucune liberté, où tu n'as plus aucun libre arbitre. Tu réfléchis pas, tu agis. Et si on te dit que 2 et 2 font 5, c'est comme ça. Et t'as pas le choix. Voilà. Je vous ai résumé très grossièrement, mais là, je pense que je ne vais pas m'étendre sur le livre, juste lisez-le. Pitié, lisez-le, il est incroyable. Et je pense qu'il y a quasiment que du bon dans ce que je vous ai présenté. Voilà. Pour conclure, très rapidement, j'ai eu la chance que mon chéri m'offre cette magnifique édition de Tomie de Junji Ito. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout lu. J'en ai lu un tiers. Et en fait, ce sont absolument toutes les histoires qui tournent autour de Tomie, le personnage de Junji Ito, avec une préface d'Alexandre Aja. Si ça, c'est pas incroyable, franchement, c'est un très beau cadeau que j'ai eu. Et donc, Tomie, c'est l'histoire d'une fille qui est assassinée, puis découpée en morceaux, puis jetée aux 4 coins du Japon, et ensuite dont les morceaux repoussent. Donc c'est un yokai, je sais pas si on pourrait dire yokai, les esprits vengeurs, voilà, japonais avec les longs cheveux noirs qu'on voit dans les films d'horreur, c'est ça, c'est Tomie. Mais elle est beaucoup plus subtile en fait dans sa manière de se venger et dans sa manière de faire du mal. En fait, elle se venge en continu. J'ai retrouvé le nom des esprits en question, c'est un onryo. Ils appellent ça un onryo en japonais.
C'est un esprit vengeur qui va se venger en boucle sur les vivants et qui va les tourmenter jusqu'à ce que la malédiction soit accomplie ou je sais pas quoi. En fait, ils sont insatiables. Ils ont besoin de vengeance qui est permanent. Et voilà, c'est à peu près ce qu'il faut savoir sur les Onryo. C'est un peu comme dans The Ring ou comme dans The Grudge, vous voyez. C'est ce genre d'esprit japonais avec les longs cheveux qui cachent la figure. Voilà. C'est l'image d'Épinal qu'on a de ce style d'esprit. Voilà. Et Tomie, c'est ça, mais en beaucoup plus vicieux. C'est un Onryo qui s'attaque aux hommes en les séduisant, tout simplement. Elle les séduit, elle est mielleuse, et après elle se transforme en perverse narcissique. Perverse narcissique, je mets des guillemets parce que j'aime pas ce terme, mais pour vous résumer, elle se transforme un peu en, en petite amie toxique qui va aller vraiment très très loin et qui va pousser les hommes en question à la tuer, à ne plus supporter sa présence et du coup à la tuer. Et en fait, chaque histoire, chaque petit segment est une histoire où elle revient, où un de ses morceaux de corps repousse et se remanifeste ailleurs, etc., etc. Donc il y a une continuité entre chaque petit segment, mais ça peut se lire indépendamment. Quand on connaît le concept, on peut lire indépendamment de n'importe quelle histoire de Tomie. Voilà, et Junji Ito, c'est juste l'un des plus grands auteurs horrifiques de manga de tous les temps, qui a inspiré énormément d'auteurs d'horreur, dont Alexandre Aja. Alexandre Aja, qui a prévu une adaptation de Tomie. J'espère que ça va se faire. S'il vous plaît, faites-le. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Alors c'est pas la pile à lire cette fois, parce que aucune prédiction sur la pile à lire, j'en ai un peu marre de faire des prédictions. Donc juste, c'est pas la pile à lire, je vais juste vous présenter des trucs que j'ai achetés, qu'éventuellement je vais lire un jour. C'est juste l'édition collector du Chant d'Achille et de Circé de Madeline Miller, que j'ai trouvé, qui est incroyablement belle. Voilà, que juste je voulais la voir, parce que c'est très très beau. Je voulais juste l'avoir dans ma bibliothèque, pour le plaisir. Voilà, il y a des choses comme ça que j'achète pour le plaisir de les avoir et de me dire ça va trôner dans ma bibliothèque. C'est un peu rigolo. Alors, celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est Kujo de Stephen King, que j'avais très envie de découvrir parce que j'aime bien Stephen King. J'ai lu un seul bouquin, non, un bouquin et demi, si je dis pas de conneries, de Stephen King. J'ai lu Danse macabre, qui est juste là, que j'ai acheté en édition collector. Matez-moi ça, c'est incroyable. C'est un bijou, je le voulais, j'avais besoin de l'acheter ce machin. Voilà, j'avais envie d'avoir ça dans ma bibliothèque parce que Danse macabre, je l'ai lu il y a 8 ans. Quelque chose comme 8 ans, ouais c'est ça. Danse macabre, je l'ai lu il y a 8 ans en voyage et je me suis pas ennuyée une seule seconde. Donc je me suis dit, quitte à le relire un jour, autant l'avoir dans une édition qui claque sa daronne. Voilà. Et ouais, juste pour le plaisir, c'est tout. Et Kujo, je suis en train de me dire, j'espère que ça va avancer parce que si je me fais encore chier, je vais l'abandonner. Voilà. C'est un peu dommage, mais du coup là j'ai, alors très exactement, 5 Stephen King là dans ma bibliothèque. J'ai pris Misery, j'ai également pris Carrie et j'ai également pris La Ligne Verte. Voilà. Tous ces Stephen King, je les lirai un jour. C'est très probable que je les lise. Par contre, je sais que c'est assez inégal en termes de livres. Parce que Kujo, c'est pas que je n'aime pas Kujo. C'est juste que je me dis, bon, ok, t'as installé les personnages, t'as posé le décor et tout, mais là, ça fait quand même 120 pages. Et j'attends que ça décolle. Donc, on verra. Voilà. Ceci étant dit, je suis contente quand même d'avoir du Stephen King, parce qu'il y a des classiques style La Ligne Verte et Misery que j'avais vraiment envie d'avoir. Ne serait-ce que pour me dire, je les lirai un de ces jours. Je vais vous en présenter un tout dernier avant de partir. Il est derrière ma caméra. Un que j'ai vu à Cultura, que j'avais envie d'acheter, parce que je suis con, parce que je me suis dit, oh, cette couverture-là, c'est du boys love, je veux. Et j'ai lu le résumé, ça m'a fait penser à Entretien avec un vampire. J'avais vu le film avec mon mec, Entretien avec un vampire, avec une tension homo-érotique incroyable. Et là, juste par curiosité, j'ai lu la première page en rentrant chez moi, j'ai fait, ça je veux. Ça je vais lire, ça va me plaire, c'est obligé. Voilà, donc j'ai dit que j'aimais pas la romance, mais j'ai pas dit que j'aimais pas les vampires. J'ai des livres de vampires, j'en ai 2 même, j'en ai 3. Et je sais pas si c'est des vampires dans cette histoire-là, c'est des immortels. Mais je vais voir comment ça tourne, parce que j'ai très envie de découvrir ça. J'ai pris le tome 2, ils avaient pas le tome 1. J'ai lu la première page, j'ai fait, ok, je te lis. Je vais te lire. Voilà, bref.
C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivie. Elle était peut-être un petit peu plus condensée parce que j'ai un peu moins de temps devant moi et parce que j'avais envie de faire plus court et plus digeste. Et parce que aussi ça fait quand même un petit peu longtemps que j'ai lu tous ces livres, mais j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de revenir vous parler de livres, et voilà. Et à la prochaine, gros bisous.